Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme au cœur de la décentralisation sur Humanitarian Télévision. Au cœur de la décentralisation, c'est votre programme qui traite des questions de décentralisation et qui interroge l'effectivité de ce processus engrangé depuis plus d'une décennie aujourd'hui au Cameroun. Et pour ce numéro, nous sommes à la commune des Eka, dans le département d'Union-Ekele, région du Centre. Mais avant de passer à l'entretien avec monsieur le maire de la commune des Eka, je vous propose cette carte postale de la ville des Eka dans cet élément. Et on se retrouve juste derrière. Ezeka, ville chef-lieu du département d'Union-Ekele dans la région du Centre, Cameroun. À l'entrée de cette cité coloniale, ce monument de Ruben Oumniobe, leader nationaliste de l'Union des populations du Cameroun, vous accueille dans ce pays bassard. Situé le long de la route nationale numéro 10, à 126 km à l'ouest de la capitale camerounaise Yaoundé, Ezeka est traversé par le fleuve Nyon qui draine les rivières telles que la Kélé, Mahoumé et Mbopé. Ville cosmopolite, elle abrite une population à majorité bassard à laquelle se greffent les populations Bamleke, Douala, Iwondo et bien d'autres pour une estimation d'environ 24 000 âmes. Sa gare routière, tout comme le monument Ruben Oumniobe, constitue l'un des lieux touristiques de cette cité aux vestiges coloniaux. Longtemps partagée entre le RDPC et l'UPC, la commune des Eka est dirigée depuis février 2020 par le PCRN, conduit par le maire Sylvain Moïse Tchok. Bienvenue à Ezeka. Après cette présentation sommaire de la ville d'Ezeka, une ville historique, une ville coloniale, allons à la rencontre de celui-là qui préside depuis février 2020 à la destinée de la commune d'Ezeka. J'ai nommé monsieur le maire Sylvain Moïse Tchok qui nous reçoit dans cet entretien. C'est un rendez-vous de télévision et c'est sur HTV. Retrouvez très bientôt sur votre petit écran votre programme au cœur de la décentralisation. Nous verrons et évaluerons avec vous les premiers pas de la décentralisation dans notre pays, un processus voulu, pensé et implémenté par le président de la République, son Excellence, Paul Biya, avec les élus locaux, les experts, les organismes et organisations en charge des questions de décentralisation. Nous comprendrons comment ce processus est mis sur pied au Cameroun et quels sont les premiers fruits récoltés par les collectivités territoriales décentralisées. C'est un rendez-vous au cœur de la décentralisation et c'est très bientôt sur Humanitarian Télévision. Bonsoir, une fois de plus en posture d'invité dans le cadre de ce programme au cœur de la décentralisation. Et bien sûr, le maire de la commune des Eka, Sylvain Moïse Tchok, qui nous reçoit ici même dans les locaux de la mairie des Eka. Alors, monsieur le maire, bonsoir et merci de nous accueillir au sein de cette mairie de la commune des Eka. Bonsoir et bienvenue chez vous. Alors, vous êtes maire depuis le mois de février 2020, au terme du double scrutin législatif et municipal qui vous a vu, bien sûr, être porté à la tête de cette commune. La décentralisation était déjà, le processus était déjà lancé. Alors, dites-nous, aujourd'hui, est-ce que la décentralisation dont on parle depuis plus d'une décennie est une réalité au sein de la commune des Eka? La décentralisation est en marche, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que le ressenti que nous avons, nous les magistrats municipaux, les premiers magistrats municipaux, des exécutifs communaux que nous gérons, est que actuellement on a décentralisé les obligations, mais on a centralisé les moyens financiers. Et cela fait que cela a un gros coup sur l'impact que les populations peuvent avoir de la décentralisation au niveau du terrain. Et très souvent, nous les maires, nous sommes souvent un peu stomaqués lorsque nous voyons des membres du gouvernement se mettre devant les médias et dire qu'on a donné les moyens aux maires. Parce que ce genre de message est très sensible aux yeux et aux oreilles des populations.
Parce que cela renvoie à une image comme quoi on a donné des moyens d'abord financiers aux maires, des moyens logistiques aux maires et aussi des moyens humains. Or, lorsque nous regardons aujourd'hui, nous devons supplier à peu près pour atteindre les 5% qui étaient prévus dans le cadre du Code général de la décentralisation. Nous sommes encore en train de négocier ou alors de supplier pour qu'on mette en place la fonction publique locale qui va nous donner des ressources humaines nécessaires pour le déploiement que l'on veut des collectivités territoriales décentralisées. Lorsque vous nous introduisez un projet d'acquisition du matériel logistique, on vous fait comprendre qu'il y a un plan qui est en cours pour avoir des parcs logistiques régionaux. Mais nous tous, nous savons combien de temps cela peut prendre. Donc, lorsque je vous ai cité ces 3 points, le plan financier, le plan capital humain et le plan logistique, vous voyez que nous sommes encore loin d'atteindre ces objectifs. Vous comprenez clairement que nous, les maires, nous avons des bras coupés pour que l'implémentation de la décentralisation de façon effective. Autre chose, en 2021, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait inscrit au ministre qui n'avait pas encore lancé ou amorcé le transfert de compétences devait faire dans les brefs délais. Où en sommes-nous aujourd'hui? L'appel a encore été réitéré lors du récent Conseil national de la décentralisation tenu par le Premier ministre chef du gouvernement. Vous entendez parler, monsieur le maire, on dirait ressources, transfert de ressources, transfert de compétences, ce n'est pas encore ça, réellement. Comment gérez-vous les populations? Parce que vous l'avez dit, les populations se disent, ok, on dit à la télé que la décentralisation est effective, on dit à la télé que les moyens sont déjà à la disposition des maires, à la disposition des collectivités territoriales décentralisées, mais sur le terrain, comment vous parvenez à gérer, à juguler à faire comprendre à ces populations que c'est un processus, mais un processus qui n'est pas encore à son terme? Déjà, il faut comprendre que les maires d'aujourd'hui ont quelque chose de particulier par rapport aux maires d'avant. Si je prends le cas des maires de 2004 à 2016, ils étaient beaucoup plus dans la logique d'officiers d'état civil, c'est-à-dire que c'est les de mariage ou alors les actes d'état civil. Aujourd'hui, pour vraiment être maire de la décentralisation, il faut avoir un minimum, c'est-à-dire que de petites connaissances en économie et en finance et management, des connaissances techniques pour l'aménagement du territoire. Le maire que je suis a eu la chance d'avoir ces 2 backgrounds. Un background d'ingénieur, déjà ici à partir du Cameroun, et qui a été peaufiné aux États-Unis, et un autre background de management d'économiste financier aux États-Unis, où je suis boursier. Donc, j'utilise ce background académique associé à mon caractère de leadership que beaucoup connaissent depuis mon jeune âge pour essayer d'implémenter une certaine vision. Parce que lorsque vous voulez réussir dans une mission politique comme celle-ci, il faut d'abord la vision, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez aller. Ma vision est calquée sur la vision de l'honorable Cabral Ly, qui, lors de la présidentielle, avait présenté un Cameroun nouveau. Président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCL. Ouais. Donc, j'ai essayé de réduire le scope avec la zone d'impact de ce programme national au niveau des ECA, avec connaissant les contraintes structurelles en place. C'est pour cela donc que nous sommes dans la logique de libérer les énergies, parce qu'une localité comme les ECA ne peut pas se développer sans les élites. Et ceux qui sont au courant de ma façon de faire savent que depuis un certain temps, je mobilise les élites qui commencent à accompagner cette vision. Il ne s'agit pas de parti politique, parce que lorsqu'on est maire, on est le maire de tout le monde. Lorsqu'on met un lampadaire, ça ne brille pas seulement sur les têtes du militant du PCA, ça brille sur tous les habitants de la localité. Donc, comme je disais, il faut une vision, il faut du caractère, parce que vous allez trouver des contraintes face à vous, des combats. Il faut être capable de gérer ces combats. Vous êtes au courant, par exemple, de mon conseil municipal, qui n'est pas évident. Vous êtes au courant des contraintes d'environnement, parce que nous avons hérité d'une commune qui a connu l'UPC plus de 40 ans. Ça ne se change pas du jour au lendemain.
Nous sommes dans un environnement où un parti au pouvoir qui n'est pas le nôtre, ça ne se change pas, les habitudes ne changent pas du jour au lendemain. Alors, quand on a la vision, on a le caractère, il faut aussi maintenant avoir les compétences. Je vous ai cité des noms d'engagement. Et je suis loin d'être médiocre. Pour ceux qui ont fréquenté avec moi, vous diront. Quand on met donc tout cela ensemble, je prends le cas simple des 100 millions qu'on donne du mine de verre. Vous regardez qu'est-ce qui peut impacter de façon durable et de façon massive les populations. Depuis que je suis à la tête de cet exécutif, j'ai misé sur 3 aspects majeurs. Je peux ajouter un 4e. L'accès à l'eau potable. J'ai trouvé mon prédécesseur qui avait engagé un projet de mien réseau d'adduction d'eau. Et je continue à le matérialiser. Et je augmente encore le nombre de points d'eau disponibles en essayant de réhabiliter ceux qui sont déjà là. Il y a les routes. Parce qu'on dit où passe la route, passe le développement. Et si vous observez aujourd'hui, il y a des zones qui ne connaissaient plus ce qu'on appelait la route. Je prends le cas de la zone de Manquille-Popé. Ils ont fait plus de 30 ans sans route. Et aujourd'hui, ils commencent à revivre la joie de circuler, d'arriver chez eux en voiture. Il y a des voies de contournement qui sont en cours de réhabilitation, cette année c'est inscrit dans le BIC 2022. Il y a Langa Ezeka 2, il y a Tetem Djok. Nous sommes en train de maturer d'autres projets pour désenclaver des zones, des bassins agricoles. Par exemple, la zone de Manjak, Maomi, Souré, Sondeng, c'est une zone qui doit être désenclavée. Il y a la zone de Makoma qui doit être désenclavée. Dipombo aujourd'hui, ceux qui sont assis là peuvent être contents de la route qui passe déjà. Avec le lobbying des honorables et des élites de la place et de la localité, nous avons les travaux de réhabilitation de la route Ezeka Macaque qui sont aussi en cours. Donc, le secteur routier est important pour nous. Nous avons ouvert d'autres nouvelles routes, par exemple à Sommote. Des routes sont en ouverture du côté de Makomo et on essaie toujours de solliciter des partenaires publics ou privés pour l'ouverture des routes parce que quand la route passe, le développement suit. Les voies de contournement, par exemple, entre Likao et Mwanda, en passant en allant aussi du côté de Moukou, font partie de cette vision. Nous n'avons qu'un seul grand axe bitumé pour la charge du département, nous devons l'économiser. Étant donné que nous sommes dans une zone forestière, les forestiers doivent sortir les produits là. Il est question donc de créer des voies de contournement pour économiser notre petit bitume que nous avons. Alors, quand on parle de décentralisation, vous parliez, en revenant sur le transfert des compétences et des ressources. Parler de la décentralisation, ça implique plus d'un département ministériel, pour ne pas dire une vingtaine. Alors, à ce jour, peut-être pour ne pas trahir un secret, je vais le demander ainsi, quels sont les départements ministériels qui essaient de se rapprocher, selon vous, de la norme et qui sont perceptibles ici au sein de la commune de Ezeka? Nous allons commencer par déjà le mine de verre qui donne 100 millions chaque année aux communes. Ça, c'est à féliciter. Si tous les départements pouvaient allouer une enveloppe fixe aux mairies, ça donnerait une certaine vision, une prévoyance aux gestionnaires que nous sommes pour savoir programmer nos projets. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a le secteur d'éducation de base qui, à son niveau, malgré son budget modeste, qui nous accompagne. Le minier, dans une certaine mesure aussi, il faut savoir maturer le projet. Le Minepat est beaucoup plus dans la phase d'encadrement et d'orientation, surtout dans la maturation des projets. Parce qu'il faut le dire, si vous ne maturez pas les projets suivant les critères prévus par l'État, vous n'aurez rien. Il y a le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui est déjà, qui fait déjà sa part. Par exemple, le centre de promotion de femmes et de famille. Il y a le ministère de la Santé qui nous accompagne énormément. Lorsqu'on a un projet qui arrive sur la table, le ministre fait l'effort de nous accompagner. C'est dans ce cadre, par exemple, que nous avons construit. C'est vrai que ce n'était pas le budget du mine santé, c'était le budget du mine des verres que j'ai séparé.
Mais nous avons un certain accompagnement au niveau technique. Par exemple, la prise en charge du personnel, oui, que le ministère de la Santé fait, aussi le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Il y a d'autres ministères qui veulent nous accompagner, mais qui sont limités au niveau des moyens. Il y a les petites et moyennes entreprises, il y a le MINEPIA, le MINADER, qui joue un rôle très important, il a failli l'oublier. Il est parmi les 3 grands ministères qui accompagnent les mairies, le MINADER. Et donc, de façon simple, nous avons à peu près 7 ministères. Nous espérons beaucoup du ministère des Travaux publics qui n'a pas encore vraiment poussé les efforts là où nous l'attendons. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je parlais de 4 secteurs qui sont primordiaux. Je vous ai parlé de l'eau, l'énergie, l'eau. Je vous ai parlé des routes, des travaux publics, du MINADER, question de base. Ça, on peut ajouter la santé, ça fait le paquet minimum. D'accord. Alors, on dira, avant que ce processus, ce transfert ne soit effectif, les mairies vivaient avant cela. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il fallait vous adresser aux populations des écoles qui attendent encore plus, et vous l'avez dit à l'entame de ce propos, qui pensent qu'on vous donne des millions, mais que ces millions ne sont pas visibles. Vous, en tant que premier magistrat de la ville, proche des populations, quel est le message que vous pouvez leur transmettre aujourd'hui pour enlever l'inquiétude de leur cœur, si on dit très... Déjà, je voudrais que les populations comprennent une chose. On ne donne pas de l'argent en cash aux maires. Les maires reçoivent des autorisations de dépenses avec des papiers, oui, de la part du ministère des Finances. C'est-à-dire que le maire valide la dépense. Le prestataire, le maire choisit, a la capacité de choisir le prestataire par la commission interne de passation des marchés. Le maire valide la dépense avec l'accompagnement des contrôleurs, comme par exemple l'ingénieur du marché ou bien la maîtrise d'œuvre. Et maintenant, les prestataires vont toucher de l'argent à Yaoundé. C'est-à-dire que quand vous voyez les coffres forts là, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent. Parce que les gens, quand ils entendent la mairie des écarts a reçu 280 millions, ils se disent que ça veut dire qu'à début d'année, un chèque arrive ou bien c'est que l'on a des valises, on pose. Là, c'est pas si, il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire que nous validons les dépenses. Et si vous validez mal, malheur à vous. Donc, il faudrait qu'on fasse taire cet amalgame. Deuxièmement, maintenant, lorsqu'on vous donne une petite enveloppe, c'est en fonction de votre vision que vous savez comment l'utiliser. Je prends le cas simple de 2023. En 2021, j'ai eu 100 millions, je l'ai divisé en 2. Cette enveloppe qui est venue du MINDEVEL, il y a eu d'autres financements. Par exemple, du ministère de l'Éducation de base pour la construction des salles de classe, du MINE pour la construction des forages, des toilettes, du MINTP, je ne sais pas trop. Mais les 100 millions qui sont sûrs, qui viennent du MINDEVEL, je les ai divisés en 2. J'ai mis 50 millions pour la construction du nouveau centre de santé intégré de Borsor. Quand vous entrez, je crois que vous avez vu un édifice jaune. C'est un nouveau centre qui va impacter 8 villages. C'est-à-dire que les gens de ce côté qui sont à près de 17 km des écarts ne seront plus obligés de se rendre. Et qu'il y a un comité de développement très actif qui est là-bas, conduit par Sa Majesté Jérôme. Il y a les autres 50 millions qui sont allés pour la réhabilitation de la route dont je vous parle. Je vous ai parlé tout à l'heure, la route de terre, pour Kilimani, pour une localité qui a fait 30 ans enclavée. Donc voilà une vision de comment gérer par exemple le 100 millions. J'ai eu d'autres 100 millions qui, par exemple cette année en 2022, où j'ai décidé de mettre 16 forages. Donc 11 forages dans les localités et 5 forages dans les centres de santé intégrés. Parce que dans ma vision, là où on soigne déjà, il doit avoir l'accès à l'eau potable. Parce que l'eau, c'est la vie. Alors il n'est donc pas concevable qu'on fasse un centre de santé sans qu'il y ait un accès à l'eau potable. Tout qui montre la vision que le gestionnaire de crédit doit avoir par rapport à l'impact socio-environnemental. Donc, le peu que nous avons, nous essayons au maximum de l'utiliser à bon escient.
Mais je déplore toujours cette tendance qu'on a aujourd'hui. Peut-être on ne voit pas pour l'instant les résultats, les fruits, oui. Mais on a l'impression que tout est centralisé à Yaoundé. On crée d'abord une caisse unique, un guichet unique à Yaoundé, où tout doit être versé. Ce qui va à l'encontre de la décentralisation. Tout à fait. Par la suite, on nous dit qu'on ne peut plus percevoir l'impôt libératoire local qui aidait les mairies à gérer quelques petits éléments de fonctionnement, le déploiement des équipes, l'enlèvement des ordures et autres. C'est désormais Yaoundé. Nous n'avons plus le droit de le faire. Et maintenant, lorsqu'il faut avoir ce qui nous revient, qui doit nous revenir, il faut encore des péripéties. Les CAC sortent au moins chaque 3 mois. Sinon plus, on peut attendre 4 mois, 5 mois. C'est vrai qu'on a eu une promesse du directeur du FECOM de rendre ça un peu plus fluide. Mais nous sommes dans un plaidoyer aujourd'hui qu'il faudrait que les CAC sortent chaque. Parce que les fonctionnaires de l'État touchent chaque fin de mois. Qu'est-ce qui explique que les employés que nous avons au niveau des mairies doivent attendre 3, 4, 5 mois pour être payés? Et là, on indexe toujours les maires sans comprendre ce qui se passe. Je ne vois pas les maires qui auront la capacité de payer leurs employés et qui devront attendre, qui choisissent d'attendre pour les paiements. Donc, il faut comprendre déjà qu'on a cette difficulté structurelle. Si on pouvait avoir un système qui permette de créer des comptes des communes au niveau du Mindébel, par exemple, et que chaque mois, il y ait des versements, ça rendrait fluide un certain nombre de choses. Les droits d'assises ont été promis aux mairies depuis 2020, jusqu'aujourd'hui nous attendons. Certaines mairies ont eu, d'autres n'en ont pas. Ezeka, par exemple, n'a pas encore perçu. Ces droits d'assises, malgré le fait qu'on ait déposé déjà le plan de gestion des déchets fait par l'ancien délégué du MINU, nous attendons toujours. Les droits d'assises sont affectés au traitement des déchets, enlèvement et traitement des déchets. Et vous voyez comment nos villes aujourd'hui pilulent de déchets. Si on libérait ces fonds-là, ça aiderait beaucoup les mairies à gérer. Quand on parle d'urbanisme, l'urbanisme commence d'abord par le traitement et la gestion des déchets. Alors si on n'a pas résolu ce plan, on n'a pas encore amorcé l'urbanisation de nos villes. Il est donc primordial aujourd'hui qu'on mette à la disposition des maires que nous sommes ces droits d'assises qui vont nous permettre de garder nos villes propres. Pour sortir, monsieur le maire, la décentralisation, le processus de décentralisation n'est pas une utopie à la commune des Ezeka, c'est une réalité, mais une réalité dont la marche semble encore un peu plus longue. Je dis la décentralisation est en marche, oui. Mais nous sommes encore pris par des blocs de trianglement structurel. C'est-à-dire que le pays a vécu longtemps dans une certaine façon de faire et beaucoup ne sont pas encore psychologiquement prêts à avoir le pouvoir aller au niveau local. Parce qu'on a la crainte que Yaoundé va perdre son influence. Mais il ne s'agit pas de ça. Quand les localités se sentent bien, c'est le gouvernement qui prend les points. On va vous dire merci, monsieur le maire, pour cet entretien. Merci de nous avoir reçus dans ce bureau. Nous sommes à la commune des Ezeka. C'était le maire de la commune des Ezeka, Sylvain Moïse Djok, qui nous recevait dans le cadre de ce programme au cœur de la décentralisation. Merci. C'est donc devant ce monument de Ruben Oumniobe, leader charismatique de l'Union des populations du Cameroun, monument érigé lors de son retour de la tribune de l'ONU, c'était, vous vous rappelez, en 1952. C'est donc devant ce monument que se referme ce programme au cœur de la décentralisation réalisée dans la ville des Ezeka. Merci de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro au cœur de la décentralisation. Au revoir.